l'appliquer au printemps en bande, quand le maïs est vraiment à 7-8, assez haut pour qu'il y ait un contrôle et une absorption. Une canopie, pas une canopie, une surface végétale au-dessus du fumier qui est appliqué. C'est la problématique, les fumiers. Et je vois M. Boucher qui revient avec sa question. Ça, c'est une des raisons, la question du fumier et de la chaux, de devoir, de temps en temps, être obligé de travailler le terrain un peu plus en profondeur. Puis si on travaille avec de la gestion, on parle des gaz à effet de serre, là, puis on parle du monde de la ville qui nous salope à tour de bras, mais les éléments polluants les plus importants, c'est ceux qui viennent de l'azote, et particulièrement de l'azote des fumiers, qui se volatilisent s'ils ne sont pas incorporés. Oui, Et ça, à un moment donné, dans le bilan, quand même, mais les quantités ne sont pas les mêmes. Puis dans le bilan agro-environnemental, il va falloir qu'à un moment donné, on s'adresse à ce problème-là, et il est grave, le problème. Les oxydes d'azote qui se libèrent à cause d'un fumier que je n'incorpore pas sont 20 à 25 fois plus polluants que les monoxydes de carbone et le CO2. Et ça, c'est la littérature, puis on le sait. On ne l'adresse pas encore, là, mais à un moment donné, quand on fait le bilan agro-environnemental de toutes nos techniques en agriculture, il faut en tenir compte de ce bout-là. Oui. Est-ce qu'il y a un problème avec les toxines pour du blé d'automne après du maïs sans silage? Il ne devrait pas. Je sais pas. Moi, ça m'inquiète un peu, là, mais... Devrait être définitivement moins important qu'avec le maïs grain, parce qu'on sort en une bonne partie de l'inoculum qu'on pourrait avoir, mais c'est-tu safe à 100 %? Je n'ai pas d'idée, mais c'est sûr que c'est moins pire, beaucoup moins pire qu'avec du maïs grain, parce que l'inoculum est sorti et c'est les vaches qui vont le manger. C'est quelque chose que j'ai jamais vu, moi, personnellement, là, dans une rotation. Juste pour revenir au pH, je voudrais juste ajouter quelque chose qui est intéressant, ceux qui sont dans semi-direct. Souvent, là, on prend une carotte sur 0 à 8 pouces là, pour faire nos analyses de sol. C'est peut-être intéressant de diviser la carotte en deux ou d'aller voir un petit peu plus profondément pour voir justement ce que Denis dit depuis tantôt, le pH se comporte comment en profondeur. Nous, on a fait on a fait des essais pendant 4 ans de temps au niveau du pH où on a appliqué plusieurs doses puis, de chaux. On a vérifié à 3 profondeurs qu'est-ce qui se passait. Puis, on peut avoir des surprises. Hein? Moi, je m'attendais que dans le sable, ça allait augmenter très, très rapidement. Puis que la descente, le front de chaux allait descendre rapidement, si on veut. Puis j'ai eu l'inverse, ça a monté plus rapidement en profondeur qu'à la surface, dans l'argile. Par les pores, fort probablement. Là, puis peut-être une vie microbienne un peu plus active. Là. Mais prendre des échantillons vraiment, mettons 0 à 5 cm, puis 5 à 10, ou 0,12, 0,6, 6,12, des choses comme ça. On va vous faire intervenir chacun votre tour pour conclure, parce que les gens vont aller voir des tracteurs et des charrues, peut-être. Je peux-tu parler du pH aussi? Chez moi, on a fait un suivi depuis le début que je fais du semi-direct dans un champ. Jean-Marie Harvey du MAPAC a pris lui-même des échantillons de sol à 3 niveaux de strates, 0,2, 2 à 4, 4 à 8 pouces. Il a fait ça dans 3 rotations différentes sur une période. Il est revenu à tous les 2 ou 3 ans. Puis il a monté un graphique pour voir comment ça avait évolué dans le temps. Puis au niveau du pH, au départ, étant donné que le sol était brassé, bien, le pH était uniforme dans tout le profil. En mettant ça en semi-direct, bien là, il y a eu des fluctuations. Même la couche inférieure est venue un peu plus haute que l'autre, en tout cas, ainsi de suite. Pour finalement, 14 ans plus tard, se ramasser avec un pH très uniforme dans tout le profil de sol. Fait que ça prend, comme je disais tantôt, ça prend plusieurs années avant que le semi-direct ou que le sol améliore ses conditions physiques. Bon, on le voit très bien avec le pH. Pour ce qui est du fumier incorporé ou pas, moi, je n'incorpore pas depuis 2003. Mais pour compenser, on utilise des cultures de couverture pour tenter de capter les éléments fertilisants du fumier. Puis on tente aussi d'incorporer, d'appliquer le fumier avant une pluie. Pourvu qu'il y ait une pluie qui suive dans les 2, 3, 4 jours suivant l'application du fumier, bien là, c'est aussi bon que l'incorporation, même supérieure. Le Club Action Semi-Direct avait participé à un projet de recherche avec Philippe Rochette d'Agriculture Canada pour voir les pertes, justement, d'oxyde nitreux en semi-direct. Et puis, il est arrivé avec une perte de 57 de volatilisation quand on laissait l'urée ou le purin à la surface. Mais ça, c'était sur un champ de semi-direct d'1 an. Fait que pas de sol poreux, pas d'infiltration d'eau, de fumier au moment de l'application. Pas de résidus parce que la part avait été enlevée aussi. C'était du triticale qui avait été semé. Ils ont repris l'expérience avec de la paille et puis une simulation de pluie. Et puis les pertes sont passées de 57 à 15 %.
Fait que la meilleure façon d'incorporer le lisier, c'est avec la pluie. Fait qu'on tente de gérer la pluie. Éric, y vas-tu comme deuxième ou si on demande à Denis? Une conclusion? Oui. Je pense que j'ai dit ma conclusion en commençant. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pas mal, les fumiers, en fait la biologie, la physique, la chimie des sols. C'est de voir toutes ces choses-là, de voir votre équipement, voir est-ce que vous êtes prêt à aller vers ça. Puis d'y aller tranquillement en semi-direct, je pense que c'est la clé. Essayer, faire des comparables, vérifier, essayer de comprendre pourquoi on a eu des difficultés. Puis c'est le seul moyen de commencer, puis de s'adapter à ce qu'on a comme situation, comme type de sol qu'on a, puis comme rotation, puis quelle culture on effectue.